Je suis Alain Doré-Souniram, astronome à l'Observatoire de Paris, dans un laboratoire qui s'appelle le LESIA, qui est un laboratoire d'études spatiales et d'instrumentation en astrophysique. Quel a été votre parcours universitaire et professionnel? Alors, moi j'ai fait effectivement un parcours universitaire, donc une licence de physique, puis un master en astronomie, puis un doctorat en astrophysique où j'ai eu un sujet d'étude qui concernait les astéroïdes. Après un doctorat, ce que font maintenant régulièrement les jeunes docteurs, c'est d'aller à l'étranger pour un postdoc. C'est un séjour qui permet de se perfectionner, d'acquérir de l'expérience, souvent à l'étranger. Donc j'ai fait un premier postdoc à l'Observatoire de Turin, puis un second au JPL, au Jet Propulsion Laboratory, qui est un laboratoire de la NASA en Californie. Et puis ensuite, je suis revenu en France pour avoir ce poste d'astronome. Je suis co-découvreur d'une lune de Saturne avec des collègues américains. Donc, comme souvent, on observe des objets célestes, des objets du système solaire. Moi, je suis plutôt spécialiste des petits corps du système solaire. Effectivement, en observant ces petits corps, en les traquant, on a découvert aussi dans notre champ de télescope des lunes de Saturne. Alors, la façon de travailler est vraiment très, très variée, hein. Chaque astronome a ses champs d'investigation, ses méthodes et ses outils, hein. Il peut y avoir des astronomes qui sont plutôt instrumentalistes, d'autres qui sont modélisateurs, d'autres qui sont observateurs. Eh bien, je vais parler de moi. Moi, je suis plutôt observateur, donc mon travail consiste à aller par monts et par veaux pour observer avec des télescopes au Chili ou à Hawaï mes objets d'étude qui sont les objets transnéptuniens, les petits corps du système solaire, les astéroïdes. Et je reviens ensuite à Meudon, à l'observatoire, pour y travailler sur plusieurs mois. Comme je suis aussi donc dans le domaine de la planétologie, on a aussi cet avantage par rapport aux autres collègues qui travaillent sur les galaxies, sur les étoiles, de pouvoir aller sur ces objets-là par des missions spatiales. Et donc, je suis depuis quelques années déjà impliqué dans une grande mission spatiale de l'Agence spatiale européenne qui s'appelle Bepi-Colombo, qui est une mission qui va aller vers Mercure. Voilà. Et donc, depuis 2004, cette année où j'ai été sélectionné par l'Agence spatiale pour être un co-responsable d'un instrument, eh bien, je fais aussi de l'instrumentation spatiale. Donc, ça passe par essentiellement avec une équipe d'ingénieurs et de techniciens, de travailler de confectionner cet instrument. Il faut tout partir de zéro, fabriquer les boulons, la mécanique, l'électronique, donc c'est un travail de longue haleine. Et ça m'a pris une dizaine d'années. Et maintenant l'instrument est prêt, la sonde est en train d'être assemblée et elle partira depuis Kourou l'année prochaine. Donc je suis un des responsables d'un instrument sur la future mission Bepi-Colombo. C'est une mission qui va partir vers Mercure l'année prochaine. Et depuis 2004, je suis un des responsables d'un instrument, un spectro-imageur, qui va faire la cartographie minéralogique de Mercure. Et depuis 2004, nous concevons ici à l'Observatoire tous les éléments de cet instrument avec une équipe d'ingénieurs et de techniciens. Donc dans cette équipe, il y a des ingénieurs, il y a des techniciens, il y a des documentalistes, et tout le monde, on aura contribué à un grand projet spatial. Et dans cette équipe, il y a des hommes et des femmes, donc c'est vraiment un métier, le spatial, qui n'est pas réservé seulement justement aux hommes. Et j'encourage toutes les filles, petites filles, à s'orienter vers ces carrières du spatial. Il n'y a pas besoin de faire non plus de très grandes études, puisque dans mon équipe, il y a un technicien qui n'a même pas le bac et qui a conçu les boulons qui permettent de maintenir la partie mécanique de l'instrument. Les petits corps du système solaire, ce sont les astéroïdes ou les comètes. On en trouve un peu partout dans le système solaire, aussi bien près des planètes telluriques que vers les planètes géantes.
il y a 3 grands réservoirs qui sont la ceinture principale d'astéroïdes entre Mars et Jupiter. Le deuxième réservoir, ce sont les objets transneptuniens, juste au-delà de l'orbite de Neptune. Et enfin, ce grand réservoir sphérique qu'on appelle le nuage de Oort, que personne n'a jamais vu, mais qui existe bien et bien, puisque c'est le réservoir aussi des comètes. Alors les petits corps, on s'y intéresse, ils sont des milliards dans le système solaire, on s'y intéresse parce que c'est la mémoire du système solaire. Grâce à leurs propriétés, à l'étude de leurs propriétés, on est à même de remonter le temps, tout comme l'archéologue, et de comprendre comment les planètes du système solaire se sont formées. Alors, ces petits corps, on en connaît moins d'1 million, à peu près 800 000. Hein. Mais on estime que leur vraie population, elle est de plusieurs milliards d'objets. Hein. Donc on n'est pas capable de les dénombrer, mais on les étudie parce que ce sont des objets primitifs. Ils recèlent en leur propriété les indices précieux de la formation du système solaire. Ces petits corps, ils sont primitifs, c'est-à-dire qu'ils sont plus anciens que les planètes elles-mêmes. Et donc en les étudiant, on est capable de remonter le temps. Tout comme l'archéologue étudie les vieilles poteries, les vieilles momies égyptiennes, eh bien, le planétologue, c'est l'archéologue du système solaire. En étudiant les petits corps, il est capable de remonter le temps et de comprendre comment les planètes comme la Terre se sont formées. Planète naine, c'est une nouvelle définition qui est apparue en 2006. C'est par une grande assemblée générale qui s'est tenue à Prague, par les astronomes. Et on a défini le mot de planète. Et une planète naine, c'est une presque planète. C'est une planète, c'est un corps qui tourne autour du Soleil et qui est rond, mais qui n'a pas fait le ménage sur son orbite. Donc qui n'est pas une planète à part entière. Et parmi les planètes naines, on connaît Pluton, mais on en connaît aussi 4 autres qui sont dans la ceinture d'astéroïdes, c'est Cérès, et les 4 autres dans la ceinture de Kuiper. Alors moi je dirais que c'est simplement à l'école. À l'école, donc en primaire, j'ai eu un maître en CM1 qui m'a parlé d'astronomie, de planètes, du système solaire. Et ça a été pour moi un déclic. Depuis cette année-là, eh bien, j'ai eu la passion pour les étoiles, pour le système solaire, pour l'astronomie. Elle ne m'a plus quitté. Donc depuis ce jour-là, j'ai toujours voulu, j'ai su que je voulais devenir astrophysicien. Et il y a eu bien sûr des hauts et des bas, hein, parce que ce sont des études qui sont très longues, pas forcément, on n'a pas forcément une vision très claire des débouchés et de la certitude d'avoir un poste à la fin, mais c'est toujours cette passion qui m'a motivé. Et on me demande souvent cette question, effectivement, eh bien l'astronomie, la passion pour l'astronomie m'est venue très tôt, mais surtout pour cette part de rêve. Ça me fascinait de pouvoir imaginer des mondes qui sont distants de plusieurs milliards de kilomètres, d'imaginer comment ils sont. Et c'est que plus tard que l'intérêt pour la physique et les mathématiques m'est venu. Mais au départ, c'est surtout la part de rêve qui me fascinait sur ces objets-là. Eh bien, moi, j'étais très tôt impliqué dans les astéroïdes, hein. Mais au début de ma carrière, il y a eu cette découverte faite par 2 collègues américains du premier objet transneptunien. Donc, les objets transneptuniens, ce sont ces objets qui sont situés aux confins du système solaire, juste au-delà de l'orbite de Neptune, et qui est un réservoir, les transneptuniens, c'est un réservoir de comètes, et en même temps la mémoire du système solaire, et c'est grâce à ces objets que l'on comprend mieux l'enfance tourmentée du système solaire. Et donc à cette époque-là, donc dans la fin des années 90, eh bien, on ne connaissait rien de cette population. Et ça a été un grand bouleversement, une grande surexcitation de pouvoir les étudier. Et puis j'étais aux premières loges. J'ai eu la chance de faire partie d'une équipe très, très dynamique dans ce domaine, ici à Meudon, à l'Observatoire de Meudon. Et donc ça a été très passionnant puisque c'est comme souvent, quand un nouveau domaine s'ouvre, le domaine des transneptuniens, il y a eu des surprises.
et des découvertes quasiment tous les ans. Et donc c'est très excitant, très motivant de pouvoir travailler dans un nouveau domaine et de pouvoir le déchiffrer et puis d'apporter finalement sa pierre à la connaissance de cette population qui a amené finalement quelques années plus tard un chamboulement de l'histoire du système solaire. Bien, moi, je vais parler un petit peu aussi de mon clocher, hein, donc de ces objets transneptuniens. C'est vrai qu'à la fin des années 90, début des années 2000, c'était un domaine très actif, très dynamique. Et il y a eu des premiers découvreurs qui ont contribué donc à l'avènement de ce nouveau domaine de la planétologie. Ce sont des collègues américains qui s'appellent Dave Jewitt, qui est toujours une sommité dans le domaine et qui m'a marqué effectivement dans ces recherches-là. Et puis je dirais une deuxième équipe, celle-là franco-américaine, puisque grâce à mes études, grâce aux études d'autres personnes dans ce domaine, ils ont pu, ils ont pu amener un nouveau modèle pour la formation, l'évolution du système solaire, qui est le fameux, on en entend beaucoup parler, le fameux modèle de Nice, qui raconte en fait l'histoire tourmentée du système solaire. Et on le sait que cette histoire a été tourmentée, cette enfance a été tourmentée grâce à la découverte de ces objets transneptuniens et surtout grâce aux traces, aux indices que nous ont laissés ces objets transneptuniens. Donc cette équipe, je vais la citer, c'est l'équipe d'Alessandro Morbidelli de l'Observatoire de Nice. Écoutez, donc nous on est des professionnels donc de l'astronomie, on est payé par le gouvernement pour mener des recherches fondamentales, mais en même temps ces recherches, surtout l'astronomie, elles intéressent le grand public, hein. Et je trouve que c'est très important de ne pas rester refermé dans son cocon de chercheur, dans notre tour d'ivoire, mais aussi de partager ses savoirs auprès du grand public, puisque ça fait partie de la culture de tout un chacun de bien appréhender la place de la Terre dans l'univers. Et bien sûr, une grande partie d'entre nous, nous ne sommes pas du tout refermés sur nous-mêmes, nous allons vers la société, vers le grand public pour parler de nos recherches, parler de nos découvertes, mais on ne peut pas aller partout. Et effectivement, dans ce rôle de vulgarisation, de transmission, de diffusion des savoirs, les sociétés savantes, les associations ont vraiment une part importante dans cette mission de divulgation des savoirs. Et donc, moi, je salue leur action et je les encourage. Et souvent, à leur invitation, je réponds à leur invitation pour donner des conférences et partager aussi mes découvertes. Et ils sont un petit peu nos relais au quotidien pour transmettre ces savoirs, pour mener des activités, des ateliers auprès des jeunes, auprès du grand public. Ils font des écoles, des soirées d'observation et bien sûr, de par leur multiplicité, leur multitude, ils sont à même de pouvoir émailler toute la France, des campagnes et des régions pour pouvoir atteindre un maximum de personnes. Parce que on sait que c'est très important d'avoir cette culture scientifique auprès du grand public. Et on sait en cette période de trouble où on fait beaucoup d'amalgames, d'avoir un petit peu cette notion, comment dire, cette conscience de la place de la Terre dans l'univers, qu'elle n'est pas toute seule, qu'elle est en fait toute petite, perdue au fin fond du cosmos, en même temps très fragile et qu'il faut la protéger. Euh, moi je dis souvent quand je vais dans les écoles, effectivement, que, bien sûr, l'astronomie, l'astrophysique, ça intéresse tout le monde. Ça intéresse tout le monde. Et par contre, pour devenir chercheur, c'est quand même beaucoup de ténacité, d'abnégation, parce que ce sont des longues études, et en même temps, il y a très peu de postes, puisque c'est de la recherche fondamentale. Et souvent, j'entends les jeunes, les enfants, dans les écoles primaires, me dire oui, oh, c'est trop long, oh, c'est trop compliqué. Mais en fait,
ce qu'il faut se rendre compte, c'est que pour travailler dans ce domaine-là, il n'y a pas que le métier de chercheur. Il y a beaucoup d'autres métiers qui gravitent autour dans cette discipline-là. Et je prends toujours cet exemple de cette mission spatiale dont je suis un des responsables, l'instrument dont je m'occupe. Bien pour le fabriquer, eh bien j'ai dirigé une équipe d'une quinzaine de personnes. Et dans cette équipe, il n'y a pas que des chercheurs. Il y a des techniciens, il y a des ingénieurs, il y a des documentalistes, puisqu'il faut gérer une grande quantité de documents scientifiques et techniques. Et finalement, pour un grand projet spatial, celui de mener une sonde spatiale vers Mercure, eh bien, il y a eu toute une équipe et tout le monde, y compris le technicien, la documentaliste, tout le monde a pu contribuer à ce grand projet. Et dans ce projet, il y a même le technicien qui a fabriqué les boulons, eh bien, il n'a même pas le bac. Eh bien, lui, comme moi, comme le chercheur, comme l'ingénieur, tout le monde aura participé à un grand projet. Et je voudrais aussi souligner, c'est très important, que dans cette équipe, il y a des hommes et des femmes. Et donc, tout le monde est concerné. Il n'y a pas que... C'est pas seulement un travail d'homme, un travail masculin. Les femmes et les hommes, tout le monde ont contribué à part égale dans ce grand projet.